Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à l'histoire et à ses usages publics. D'après une étude récente du Crédoc, près de 8 Français sur 10 savent identifier le Panthéon, mais seuls 2 sur 10 l'ont déjà visité. Autrement dit, le Panthéon est un monument largement connu, mais mal compris. On en reconnaît l'image sans toujours saisir les valeurs, les enjeux et le sens poétique des hommages qui y sont rendus. C'est précisément l'objectif de ce podcast. Comprendre ce qu'est le Panthéon, à quoi il sert, et ce que l'État cherche à dire lorsqu'il décide d'y faire entrer certaines figures plutôt que d'autres. Et pour cela, nous avons choisi de partir d'un cas très concret, celui de Marc Bloch, historien majeur du XXe siècle, résistant fusillé en 1944, dont l'entrée en Panthéon est annoncée pour le 16 juin 2026. Une décision qui pose une question simple, mais essentielle. Que va faire Marc Bloch au Panthéon? Et que dit ce choix de notre rapport à l'histoire, à la mémoire et aux valeurs de la République? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Kieffer et Valentin Tchek, étudiants en master d'histoire à l'université d'Aix-Marseille. Monsieur Tchek, on dit souvent que panthéoniser quelqu'un, c'est pas seulement rendre hommage à une personne. Historiquement et symboliquement, à quoi sert ce geste? Lorsqu'on évoque la panthéonisation, on a tendance à la réduire à une cérémonie d'hommage. Pourtant, comme l'ont montré de nombreux spécialistes de divers domaines, il s'agit avant tout d'un rite politique qui participe à la construction de la mémoire nationale et à la légitimation du pouvoir républicain. D'abord, le Panthéon n'est pas un monument républicain, à l'origine. Mona Ozouf, dans son ouvrage L'homme régénéré, essai sur l'évolution française, nous rappelle qu'il s'agit à l'origine de l'église Sainte-Geneviève, transformée en 1791 en ce qu'on appellerait un temple civique. Durant la Révolution française, la Révolution substitue à plusieurs monuments divers au sacré religieux un sacré républicain. La République se dote donc de ses propres figures, de ses propres lieux et de ses propres rites. La panthéonisation s'inscrit aussi dans ce que Mona Ozouf décrit comme une entreprise de régénération politique et symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'honorer des individus, mais de fabriquer des modèles, des exemples, des incarnations de valeurs nouvelles que la République entend promouvoir dans son régime. C'est notamment Pierre Nora qui montre que le Panthéon fonctionne comme un lieu de mémoire au sens fort, dans son premier tome de Les lieux de mémoire. Le Panthéon ne conserve pas le passé comme une sorte de musée, mais le sélectionne. Il met en scène ce passé, lui attribue un sens. La panthéonisation n'est pas uniquement à but de rappeler l'histoire telle qu'elle fut, mais cherche aussi à construire une mémoire officielle, institutionnalisée et destinée à durer dans le temps. Mais alors, si la panthéonisation est un geste aussi symbolique qui a le pouvoir de décider qu'une personne entre au Panthéon, comment ce choix se fait-il concrètement? Sur le plan institutionnel, la panthéonisation relève d'un pouvoir éminemment politique. La décision donc appartient au président de la République. Le président de la République peut faire appel à l'historien, à des comités, à des associations, mais le choix final est une décision présidentielle. Dominique Poulot parle alors de la notion d'institutionnalisation de la mémoire. L'État ne se contente pas de commémorer, il organise, encadre et hiérarchise le passé. La panthéonisation est l'un des instruments les plus visibles de cette politique mémorielle. Les discours de panthéonisation conservés dans les archives de la présidence de la République, comme celui du 27 mai 2015, qui a donc été la panthéonisation de 4 figures de la résistance française, comme Germaine Tillon, montrent à quel point le récit est construit. Le discours ne vise pas seulement à honorer, mais à donner un sens collectif à la figure panthéonisée. Derrière ces décisions, il y a aussi une mise en scène très forte, très solennelle. À travers ces cérémonies, qu'est-ce que l'État cherche à transmettre? Au moyen de la panthéonisation, l'État a pour objectif de mettre en avant des valeurs républicaines, comme la résistance, la liberté, le courage civique ou l'universalisme. Les valeurs présentées ne sont jamais réellement neutres, car elles répondent presque toujours à un contexte politique et social. Pierre Rossan-Vallon a montré que la légitimité démocratique ne repose pas uniquement sur les institutions, mais aussi sur une légitimité symbolique. La panthéonisation participe à cette logique, puisqu'elle renforce l'autorité morale de la République en s'appuyant sur des figures dites consensuelles. Cependant, cette recherche de consensus a un coût. Le récit national produit par la panthéonisation tend souvent à simplifier les trajectoires, à gommer les tensions, les ambiguïtés, voire les contradictions des figures honorées.
On ne panthéonise pas un individu dans toute sa complexité, mais une figure reconstruite, rendue compatible avec les valeurs que l'on souhaite transmettre. La panthéonisation joue un rôle dans des moments de tension politique ou mémorielle. Elle sert à réaffirmer une unité nationale mise à l'épreuve, à rappeler un socle commun et à proposer des figures de référence dans un présent incertain. Monsieur Tchèque, vous avez parlé du sens du panthéon, de la manière dont on décide d'une panthéonisation et de la mise en scène de ces cérémonies. Mais on sent bien que ces choix ne sont jamais totalement neutres. Je vais donc me tourner vers vous, Monsieur Kiefer. Peut-on parler d'un usage politique de la panthéonisation? Il est tout à fait pertinent de parler d'un usage politique de la panthéonisation, dans la mesure où celle-ci constitue un outil de pouvoir, symboliquement mis en œuvre par l'État. Le panthéon ne se réduit pas à un lieu funéraire. Il est un espace de production, de sens politique et de légitimation du récit national. Comme l'explique Pierre Nora, le panthéon est un lieu où la République se met elle-même en scène, soulignant ainsi sa fonction symbolique au cœur de la mémoire officielle. Cet usage politique s'inscrit historiquement dans ce que Henri Rousseau a conceptualisé comme le mythe résistentialisme. Dès la Libération, le pouvoir politique a contribué à imposer l'image d'une France majoritairement résistante, héroïque et unie, afin de surmonter les fractures de l'occupation. Rousseau montre que le résistentialisme a fonctionné comme un mythe fondateur de la France libérée, en offrant un récit consensuel nécessaire à la reconstruction politique et morale du pays. Le Panthéon prolonge ce récit mémoriel en mettant en avant des figures issues de la Résistance, présentées comme incarnant les valeurs fondamentales de la République. Ces figures sont moins célébrées pour la complexité de leur trajectoire que pour leur capacité de devenir des modèles exemplaires. Comme l'a souligné Antoine Prost, la mémoire ne retient du passé que ce qui est utile au présent. Ce qui explique que la sélection et la simplification des parcours individuels dans les cérémonies officielles. Toutefois, ce mythe résistentialisme n'est pas figé. Chaque président de la République en propose une relecture spécifique en fonction des enjeux contemporains. Ainsi, la résistance peut être mobilisée pour exalter la cohésion nationale, intégrer des figures issues de la diversité ou mettre en lumière des engagements féminins longtemps invisibles. Sudhir Hazare Singh a montré que le pouvoir politique fonctionne précisément par cette capacité à réinterpréter le passé, d'autant que la mémoire nationale est un champ de bataille symbolique constamment réinvesti par le pouvoir. La panthéonisation permet ainsi de relire le passé à l'aune des préoccupations du présent, à l'aube, excusez-moi, en inscrivant certaines figures dans un récit national stabilisateur, en relève moins d'un travail historique critique que d'une construction mémorielle orientée, destinée à produire du consensus et de la légitimité politique. En ce sens, le Panthéon apparaît pleinement comme un lieu de mémoire où le passé est mobilisé pour répondre aux besoins symboliques du présent, conformément à l'analyse qu'en avait Pierre Nora. Monsieur Kiefer, dans la continuité de ce que vous venez de me dire, la panthéonisation est souvent présentée comme un moment de rassemblement national. Mais est-ce vraiment un consensus? Ou bien s'agit-il aussi d'un lieu de conflit mémoriel? Elle destinée à rassembler la nation autour de figures supposées unanimement admirées. Toutefois, cette apparente unanime masque des tensions mémorielles profondes, car toute sélection mémorielle implique nécessairement des exclusions et des silences. Comme l'a montré Pierre Nora, la mémoire est toujours sélective, affective et manipulable, ce qui empêche toute véritable neutralité dans les politiques de commémoration. Ces tensions sont particulièrement visibles dans le cas de la Seconde Guerre mondiale. Henri Rousseau a démontré que la mémoire de cette période est structurée par des conflits durables qu'il conceptualise sous le terme de mythe résistentialiste. Dans le syndrome de Vichy, il souligne que la résistance a permis d'imposer l'image d'une France unanimement résistante au prix de l'occupation des profondes divisions. La panthéonisation de figures liées, la résistance participe à cette construction mémorielle, en valorisant certains parcours tout en minimisant leur ambiguïté ou leur zone d'ombre. Les figures panthéonisées font ainsi régulièrement débat, non seulement en raison de leur héritage, mais aussi des raisons et des zones d'ombre de leur trajectoire, ou de leur récupération idéologique. Annette Wiviorka montre que l'entrée dans ce qu'on appelle l'ère du témoin complexifie encore davantage la mémoire nationale.
Elle écrit que l'interruption massive des témoins rend impossible toute mémoire unifiée et stabilisée. La plupart des expériences ou des récits fragilisés par les tentatives de consensus mémoriel portées par l'État. Dans cette perspective, le Panthéon apparaît moins comme un sanctuaire consensuel que comme un lieu de mémoire conflictuelle. Selon Pierre Nora, les lieux de mémoire naissent et vivent du sentiment qu'il n'y a plus de mémoire spontanée. Le Panthéon cristallise ainsi les tensions entre histoire et mémoire, entre volonté politique d'unité et pluralité irréductible des interprétations du passé. En définitive, la panthéonisation ne peut être comprise comme un simple consensus national. Elle constitue plutôt un compromis mémoriel, fragile et révélateur des conflits, des débats et des recompositions permanentes du rapport de la société française et de son passé. Auriez-vous des exemples de ces parthéonisés à nous donner? Si on me demande un exemple, concrètement, trois me viennent en tête. D'abord, Victor Hugo, panthéonisé en 1885. On pourrait croire qu'il s'agit simplement de célébrer un immense écrivain. En réalité, la Troisième République utilise Victor Hugo comme une figure de légitimation politique. Hugo incarne à la fois un génie littéraire et l'engagement républicain, la défense du peuple et l'opposition au Second Empire. Ces funérailles sont organisées comme un immense rituel civique. Des foules considérables, une mise en scène nationale, un parcours symbolique. En le faisant entrer au Panthéon, la République affirme ses valeurs et construit un modèle de citoyen idéal. Victor Hugo devient ainsi un instrument pédagogique. À travers lui, on enseigne ce que doit être un grand homme républicain. Un autre exemple serait, pour retourner aux résistants, c'est Jean Moulin. Panthéonisé en 1964, ce choix intervient dans un contexte mémoriel très sensible, celui de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. La mémoire de cette dernière est aussi fragmentée, traversée par des conflits politiques et idéologiques. En choisissant Jean Moulin, le pouvoir gaulliste, sous la présidence de Charles de Gaulle, met en avant une figure capable de rassembler. Moulin est présenté comme le symbole de l'unité nationale, unificateur des mouvements de résistance morts, sans avoir parlé sous la torture, et relativement éloigné des querelles partisanes. Les célèbres discours de Malheureux au Panthéon contribuent à transformer Jean Moulin en figure quasi mythique. Sa panthéonisation permet ainsi de fixer un récit officiel de la résistance centré sur l'unité et le courage, en mettant au second plan la division réelle de l'époque. On peut continuer sur ces exemples des résistants parce que sur ces 20 dernières années, 6 sont rentrés au Panthéon et 4 sous la présidence de François Hollande, 2 sous celle de Macron et bientôt un septième va y rentrer, à l'image de Marc Bloch, celui que justement nous présentons. Mais on pourrait si je devais avoir un dernier exemple en tête, ça serait Émile Zola, panthéonisé en 1908. Dans son cas, l'enjeu est la réparation symbolique d'une fracture nationale profonde. L'affaire Dreyfus et Zola est honoré moins pour son œuvre littéraire que pour son engagement politique et moral, notamment à travers J'accuse. En le faisant entrer au Panthéon, la République affirme son attachement à la justice, à la vérité et à la liberté d'expression, tout en cherchant à renfermer une blessure encore vive dans la société française. C'est tous ces exemples qui montrent que la panthéonisation est toujours un acte de sélection et de mise en récit. L'État ne se contente pas d'honorer le passé, il le façonne à travers les figures panthéonisées. Il construit une mémoire officielle, propose des modèles et affirme des valeurs qu'il juge légitimes. Monsieur Schiek, je reviens vers vous pour entrer dans ce dernier temps de notre discussion. Qui était Marc Bloch? Et en quoi est-il une figure à part? Marc Bloch occupe une place singulière dans l'histoire intellectuelle et morale du XXe siècle. Il est à la fois un historien majeur, cofondateur de l'école des Annales et un citoyen engagé, entré en résistance et fusillé par la Gestapo en 1944. Cette double dimension fait de lui une figure difficile à classer et particulièrement riche du point de vue mémoriel. Sur le plan historiographique, Marc Bloch est l'un des fondateurs avec Lucien Febvre d'une histoire profondément renouvelée, attentive aux structures sociales, aux mentalités et au temps long. Il refuse une histoire purement événementielle ou nationale et défend une démarche scientifique exigeante. Dans Apologie pour l'histoire, il affirme que
L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé, soulignant la responsabilité intellectuelle de l'historien dans la cité. Cette exigence scientifique se double d'un engagement civique. Mobilisé en 1939, témoin direct de la débâcle, Marc Bloch rédige L'étrange défaite, texte à la fois historique, politique et moral. Il y porte un regard sévère sur les élites françaises, dénonçant leur aveuglement et leur responsabilité. Il écrit notamment Notre défaite fut avant tout une défaite intellectuelle. Formule devenue centrale pour comprendre sa pensée critique et son refus des mythes nationaux simplificateurs. Loin de se réfugier dans une posture strictement savante, Marc Bloch choisit l'engagement. Entré dans la résistance, il est arrêté, torturé, puis fusillé en juin 1944. Cette trajectoire fait de lui une figure double, à la fois savant rigoureux et citoyen pleinement impliqué dans le combat contre l'oppression. Son fils, Étienne Bloch, insiste sur cette dimension paradoxale, montrant que son père n'a jamais dissocié son métier d'historien et ses responsabilités civiques. Il écrit Marc Bloch concevait l'histoire comme une morale en acte, indissociable de l'engagement. Jacques Revel souligne également le caractère profondément moderne de cette posture. Dans ses travaux sur Marc Bloch, il montre que celle-ci incarne une figure rare, celle d'un historien conscient des usages politiques du passé, mais refusant toute instrumentalisation. Revel rappelle que Marc Bloch fut un historien qui n'accepta jamais de séparer la rigueur scientifique de l'exigence morale. Ainsi, Marc Bloch incarne une exigence intellectuelle et morale exceptionnelle. Il ne se contente pas d'analyser l'histoire, il en assume les conséquences éthiques. Cette singularité explique à la fois son importance majeure dans l'historiographie française et le caractère problématique de toute tentative de sacralisation mémorielle. Figure critique des mythes nationaux, historien de la complexité et résistant jusqu'à la mort, Marc Bloch demeure donc une figure profondément exigeante qui interroge les usages politiques de la mémoire autant qu'elle les éclaire. Merci, monsieur Tchèque. Pour conclure, je vais me tourner vers vous, monsieur Kiefer. Marc Bloch a été un historien profondément critique à l'égard des mythes et des usages politiques du passé. Dès lors, panthéoniser Marc Bloch serait-il fidèle à sa pensée? Ou faut-il y voir une forme de paradoxe, voire de contradiction? La panthéonisation de Marc Bloch pose un problème historiographique et moral profond, car elle entre en tension avec sa propre conception de l'histoire et de l'engagement intellectuel. Marc Bloch fut en effet l'un des historiens les plus lucides quant au danger de la sacralisation du passé et des usages politiques de la mémoire. Dans Apologie pour l'histoire, Marc Bloch affirme que l'historien doit comprendre et non juger, rappelant que le travail historique repose sur la distance critique, le refus des mythes et la complexité des situations. Or, la panthéonisation tend précisément à produire une figure exemplaire stabilisée, consensuelle, parfois au prix de simplification. En ce sens, panthéoniser Marc Bloch pourrait apparaître comme une contradiction avec son exigence méthodologique, fondée sur le doute, la critique et la remise en question permanente. Cette tension est encore plus forte si l'on considère la critique radicale de Bloch adressée aux récits nationaux héroïsés. Dans L'étrange défaite, il dénonce fondamentalement les mythes collectifs et les aveuglements de la société française. Il écrit notamment Les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, soulignant ainsi les dangers d'une lecture rétrospective et idéalisée du passé. La panthéonisation, en transformant une trajectoire singulière en symbole national, risque donc de neutraliser la portée critique de son œuvre. Jacques Revel insiste sur ce point en montrant que Marc Bloch fut un historien profondément méfiant. À l'égard d'usages publics du passé, il rappelle que Bloch n'a cessé de combattre les explications simplificatrices et les récits consolateurs. Dès lors, faire de lui une figure officielle de la mémoire nationale pourrait conduire à une domestication mémorielle de sa pensée, en contradiction avec son esprit. Cependant, refuser toute panthéonisation n'est pas non plus évidente. Étienne Bloch souligne que l'engagement résistant de son père relevait d'un devoir civique et indissociable à son métier d'historien. Il écrit que Marc Bloch n'a jamais séparé la vigueur intellectuelle et de la responsabilité morale. À ce titre, une panthéonisation pourrait être interprétée non comme une glorification mythique, mais comme une reconnaissance
d'une figure intellectuelle engagée, fidèle à une éthique de la responsabilité. La question reste donc profondément ambivalente. Panthéoniser Marc Bloch sera à la fois un hommage légitime à un historien majeur et un résistant, et un risque de trahison symbolique de sa pensée critique. En définitive, Marc Bloch apparaît comme un cas limite, révélateur des tensions entre histoire et mémoire. Sa trajectoire montre que certaines figures résistent à la sacralisation précisément parce qu'elles ont consacré leur vie à démontrer les mécanismes. Panthéoniser Marc Bloch serait fidèle à sa pensée, enfin ne serait justement pas fidèle à sa pensée qu'à la condition de ne pas en faire un mythe, mais de rappeler paradoxalement sa méfiance envers toute mystification du passé. Le Panthéon apparaît donc moins comme un simple lieu d'hommage que comme un miroir de notre rapport au passé. À travers la figure de Marc Bloch, ce sont finalement nos façons de faire mémoire, de choisir nos modèles et de transmettre des valeurs qui se trouvent interrogées. Merci à vous, Monsieur Kiefer et Monsieur Tchek, pour vos éclairages. Et merci à vous de nous avoir écoutés, cher public.